Bonjour à toutes et tous, je suis intervenu au CIFEPCA 2026 pour mon intervention intitulée Environnement, économie, politique et santé, comment penser les enjeux de notre siècle. Et voilà, j'ai eu un problème d'enregistrement, du coup je voulais vous la proposer enregistrée maintenant, voilà, pour les personnes qui seraient intéressées par ces réflexions. Alors, je vais m'installer, hop là, je vais vous montrer mon diaporama. Ici, voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, je me mets là, voilà. Alors, je commence par déclarer les conflits d'intérêts. Ah oui, non, avant ça, je voulais dire que cette présentation, je l'ai faite avec Matthias Bieber, qui est un confrère et collaborateur très engagé sur les questions d'écologie, et qui est enseignant à l'école de kiné de Besançon. Je n'ai aucun lien d'intérêt matériel ou moral avec le sujet de cette présentation. Alors voilà, je commence par qui suis-je et d'où je parle. Moi je suis kinésithérapeute, diplômé de l'IFMK de Marseille en 2013. J'ai été libéral pendant 12 ans, j'ai été enseignant à l'école de kiné d'Orléans, puis enseignant à l'IFMK de l'APHP, à temps plein maintenant. Et j'ai eu des activités, des engagements citoyens, la FNEC et le CIFEPCA notamment, et également dans un mouvement citoyen qui s'appelle XR, où j'ai été coordinateur du groupe sensibilisation et formation, donc où c'était des militants qui sensibilisaient soit le grand public, soit les militants sur les sujets d'écologie. Et je voulais vous parler rapidement de mon positionnement socio-économique. Voilà, j'ai une famille modeste, une mère agricultrice, mais une famille qui a un certain capital culturel. J'ai un revenu mensuel net de 2300 € après impôt. Je ne suis pas propriétaire de mon logement et j'ai un enfant en bas âge. Voilà, et donc, comme je le disais, j'ai travaillé avec Matthias Bieber, qui est coordinateur de la fresque du climat en Franche-Comté, et formateur à l'IFMK de Besançon. Alors je vous présente ici les objectifs de la présentation. Donc je vais vous laisser quelques dizaines de secondes pour que vous puissiez les lire. Vous pourrez mettre pause d'ailleurs si besoin. Mais voilà, mon regard, l'objectif général derrière tout ça, c'est d'essayer de vous faire gagner du temps. Alors, c'est de manière très humble, hein, et je fais la remarque que c'est ce que font la plupart des vulgarisateurs scientifiques dans notre métier ou en général. En fait, il y a des gens qui vont prendre le temps de lire des dizaines d'articles scientifiques pour en faire une synthèse, et puis vous proposer une infographie ou une vidéo ou quelque chose qui va résumer en fait ce qu'on pourra intégrer à notre pratique sans avoir besoin de refaire tout le travail de réflexion et d'analyse. Bon, moi ce que je vous propose, c'est la même chose, essayer de faire pareil, mais autour des réflexions sur le sujet de l'écologie. Voilà. Alors, je vais quand même faire quelques petites précisions épistémiques. D'abord, on va parler de société. Voilà. Et quand on s'intéresse à l'écologie ou à la société, on a comme objet d'étude quelque chose de très complexe. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des classements entre les sciences. Des classements qui reposent notamment sur le niveau de complexité de l'objet d'étude. Par complexité, il faut entendre le nombre d'éléments en interaction dans l'objet qu'on étudie. C'est-à-dire, on pourrait dire aussi que c'est la quantité de choses qu'il faut prendre en compte pour dire des choses scientifiquement correctes, c'est-à-dire à peu près justes, à peu près fiables. Quand vous étudiez la physique de la chute des corps, bah, vous avez plein d'interactions à prendre en compte, hein, voilà, vous avez l'objet, vous avez la Terre, vous avez les forces extérieures, les frottements, etc. Mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que quand vous vous intéressez à l'économie, par exemple, ou à toutes les sciences humaines et sociales de manière générale. Eh bien, c'est pareil dans notre cas, quand on s'intéresse à l'écologie, il y a une interaction entre des sciences de la nature, comme la physique, la chimie, la thermodynamique, la biologie, la géologie, mais aussi de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, bref, un ensemble très complexe d'éléments qui fait que, pour tout un tas de raisons, les matériaux scientifiques, je veux dire, qu'on va utiliser, ne pourront pas, se résumer à des méta-analyses bien rigoureuses, d'essais contrôlés randomisés. Voilà, on ne pourra pas s'appuyer sur les formes de données scientifiques qu'on a l'habitude de manipuler en kiné. Je peux en parler plus longtemps, mais on va rester bref là-dessus. Et ça veut pas dire pour autant qu'on est moins rigoureux. Voilà, il faut l'être tout autant, mais c'est juste, habituons-nous à des investigations qui ont des méthodes différentes que ce qu'on a l'habitude de faire.
Une autre remarque complémentaire, c'est que ce que je vous présente, ça évolue constamment. Voilà, je vous invite à considérer ce que je dis comme un flux de pensée attrapé en plein milieu de sa mise à jour. On va aussi poser dès maintenant que cette présentation, elle va parler de politique, parce que la science est politique, en fait. Dans la mesure où la science documente méthodiquement, mais attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai ma tête devant, voilà, je vais me déplacer, je vais me mettre dans un coin par là, hop là, voilà, et voilà, ça y est. Donc, on va poser dès maintenant que cette présentation va parler de politique, parce que la science est politique, parce que la science, elle cherche à documenter méthodiquement ce qui est vrai, ce qui est le plus proche du réel. Alors quand je dis vrai, c'est toujours avec des guillemets, hein, mais elle dit des choses qui vont contrarier les projets de certains acteurs politiques. Et voilà, je ne vais pas développer ce point en détail, parce que c'est pas l'objet de la présentation, mais je pense qu'il faut vraiment que vous soyez OK avec ça. Pour faire cette présentation sereinement, il faut qu'on puisse se sortir en fait de l'idée naïve, comme quoi il y aurait une distinction entre ce qui est politique d'un côté et ce qui ne l'est pas. Voilà, ce qui est non politique. Avec, souvent associé à ça, l'idée d'une sacro-sainte sphère sacrée, où en fait tout le monde devrait pouvoir penser ce qu'il ou elle veut, sans subir l'influence des autres, c'est-à-dire, voilà, j'ai le droit d'avoir mes idées. Et oui, c'est vrai, j'ai le droit d'avoir mes idées, mais en fait, à partir du moment où on s'exprime dans la sphère publique, il faut accepter que nos idées soient en contradiction avec des données scientifiques qui sont là, qui sont fiables, et qui nous guident en tant que société. Et il y a des acteurs qui vont être en accord avec ces données scientifiques, et des acteurs qui vont être en désaccord avec ces données scientifiques. Voilà, ça n'empêche que voilà, la science est politique parce qu'elle apporte du vrai et que ça vient contraindre des discours scientifiques. Quand je dis que c'est politique, je dis pas que c'est forcément partisan. Quelque chose de politique, c'est quelque chose qui s'intéresse aux choix de société, qui a un impact sur les choix de société. Mais c'est beaucoup plus large que les partis politiques. Il y a des personnes qui se disent politiques mais partisanes, par exemple. Voilà. Et puis, voilà, j'insiste encore une fois sur le fait que tout est politique, parce qu'au quotidien, on va avoir, tout ce qu'on fait au quotidien va avoir une conséquence politique, même ténue. Si je vais voir un spectacle ou un autre, si je mange une chose ou une autre, si je prends un moyen de transport ou un autre, tout ça c'est des choses tout ça, ça dit des choses en fait de qui je suis socialement parlant, et ça influence les autres socialement parlant. Donc on pourrait trouver plein d'exemples, mais voilà, je vous donne une référence dans le diaporama, vous pouvez voir, voilà, vous pourrez les voir, mais je vais avancer. Alors ensuite, moi je ne prétends pas avoir la vérité et savoir mieux que vous ou que les autres comment fonctionne le monde. Moi ce que je vous propose, c'est un raisonnement que j'ai essayé de baser autant que possible sur des données scientifiques et sur des compétences que j'ai en esprit critique, et j'essaye de vous faire gagner du temps à partir de ça, mais dans cette présentation, en fait, j'aurais pas le temps de justifier de manière détaillée tout ce que je dis, et de rentrer dans toutes les nuances qu'il faudrait avoir sur ce sujet. Moi, j'aime bien avoir des argumentations méthodiques, précautionneuses, petit à petit, mais là, je vais pas pouvoir le faire, simplement parce que je manque de temps. Voilà. J'espère que donc, pendant la conférence, on a eu le temps de questions-réponses pour ça, et puis j'espère aussi que les ressources que je mets à disposition pourront vous aider à avoir ces justifications étape par étape et avec des arguments plus solides. Voilà. Donc les ressources, je vous les donnerai tout au long de la présentation et aussi en synthèse à la fin. Et puis, une dernière remarque, c'est que si on regarde uniquement les propos que je vais tenir aujourd'hui, on pourrait dire que mon discours est sociologisant. C'est-à-dire qu'il parle vraiment de grandes tendances, et il néglige les situations et particularités individuelles. Alors, ce n'est pas parce que j'oublie ces aspects psychologiques et ces individualités, mais c'est simplement parce que je manque de temps. Et j'ai peut-être pas assez situé quand je dis psychologisant, c'est dans une opposition classique dans les sciences humaines et sociales entre des discours qui vont soit trop tirer vers la sociologie, donc qui vont être et négliger les aspects psychologiques, donc c'est des discours sociologisants, soit à l'inverse des discours qui vont trop tirer vers la psychologie et négliger des aspects de sociologie. Voilà, donc c'est un juste milieu entre les deux, et donc c'est dans cette opposition sociologisant-psychologisant que là, moi, mon discours seul va être plutôt à tendance sociologisante, mais voilà, c'est par manque de temps. Bon, c'est bon pour ces précautions. Alors, on peut commencer notre raisonnement, et je vous propose de passer par
Bah, là où moi je suis passé. Voilà. Mon questionnement, il a commencé au départ avec la question du dérèglement climatique. Donc je vais aller très vite parce que c'est un sujet dont on entend parler depuis des décennies. Et un des dispositifs les plus populaires, en plus du GIEC dont vous voyez le logo ici, c'est la fresque du climat en France, qui a eu un immense succès. Et j'ai regardé quelques jours avant cette intervention, on avait plus de 2,3 millions de personnes qui ont été sensibilisées. Donc le sujet, on en parle, et en parallèle de ça, on peut voir aussi les conséquences du dérèglement climatique de manière de plus en plus claire. Donc, il y a eu un bon travail de sensibilisation, et c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de monde, à raison. Alors, quand on se penche un peu plus sur le sujet, on se rend compte que les questions écologiques sont beaucoup plus larges que la question du climat. Une des manières de le présenter serait d'utiliser le concept de frontières planétaires. Les frontières planétaires, c'est une modélisation d'un ensemble de ressources qui sont nécessaires à la vie humaine, et qui sont en train d'être détruites. Alors, moi je préfère parler de frontières plutôt que de limites, parce que une limite, on ne peut pas la dépasser. Alors que la frontière, oui, on peut la dépasser, sauf qu'il y a des conséquences à moyen et long terme par la suite. Et il y a un certain nombre de frontières qu'on dépasse depuis un moment déjà, comme le montre ce schéma. Et donc parmi les 9 frontières planétaires, on a 7 qui ont été, 6 ou 7 qui ont été dépassées. Attendez, je recompte. 4, 5, 6, on en a 6 qui ont été dépassés, voilà. Donc il y a plein d'aspects, alors je vous les liste rapidement, donc l'extermination de la biosphère, le changement d'usage des sols, les nouvelles pollutions chimiques, donc c'est ce qui va être les plastiques, les perturbateurs endocriniens, les polluants éternels comme les PFAS par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années. La perturbation du cycle de l'eau douce avec inondations, sécheresse, etc. La perturbation des cycles biogéochimiques, donc avec le cycle du phosphore. Le cycle du phosphore, le phosphore, c'est une ressource qui est très utilisée en agriculture intensive notamment, et donc il y a cette idée qu'il s'épuise en fait. L'eutrophisation, c'est quand on a trop de matières nutritives qui se retrouvent dans certains milieux, et notamment des milieux aquatiques, et c'est typiquement, et ça amène en fait un surdéveloppement de certaines espèces. Classiquement, c'est trop de matières nutritives dans les eaux, et du coup il y a un surdéveloppement d'algues, et en fait ça tue tout dans le milieu. Et puis vous en avez d'autres, donc l'acidification des océans, dont vous avez déjà entendu parler si vous avez fait la fresque du climat, la concentration atmosphérique en aérosol, et puis l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. À cela, on pourrait ajouter d'autres questions, comme l'épuisement des ressources pétrolières, l'épuisement des métaux, et tous ces éléments ont un point commun, ce sont des sujets particulièrement techniques, qui nécessitent de passer beaucoup de temps à étudier, des sujets de fond pour être compris. Voilà. Alors, on peut élargir, on peut quand même aller un peu plus loin. Si vous regardez ces derniers mois ou ces dernières années, et que vous réfléchissez à ce qui vous a préoccupé dans votre vie, vous vous rendez probablement compte qu'il y a beaucoup plus de problèmes que la question écologique. Je suppose que, en tout cas pendant la conférence, la plupart des gens ont été profondément préoccupés par l'actualité de ces 2 dernières années. Petits exemples, petite sélection personnelle, on a la première puissance militaire mondiale qui réagit à la perte de son hégémonie par de la violence. Que ce soit avec le coup d'État au Venezuela, la politique en lien avec le Groenland, ou alors sa politique intérieure de répression et de démantèlement des contre-pouvoirs. On a les enjeux de l'intelligence artificielle non régulée, qui met une pression constante sur les ressources en électricité et en matériaux, et qui sert en grande partie à nourrir de la désinformation, de la cybercriminalité, du harcèlement, ou bien qui fragilise la sécurité de l'écosystème logiciel. Ou encore, une menace importante et souvent négligée, c'est l'influence des algorithmes de recommandation des réseaux sociaux sur les opinions des citoyens et citoyennes. Dans une logique où, pour faire du profit avec de la publicité ciblée, en fait, ils vont contribuer, favoriser, encourager de la polarisation, de la polarisation politique, de société, ethnique aussi. Et c'est un sujet qui est largement abordé par Lee Nguyen Oang, qui fait des vidéos sur une chaîne internet YouTube appelée Science for All. Vous avez aussi les divers conflits armés dans le monde, actuels et potentiels,
Voilà, là vous avez une photo de la bande de Gaza. Bref, quand on s'intéresse à notre quotidien ou à l'actualité, on peut se poser de grandes questions sur notre avenir, à la fois en tant qu'humanité, mais aussi individuellement, à court et moyen terme. Alors quels sont les points communs de ces différentes crises? Eh bien, d'une part que ça a un impact sur notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, la nôtre ou celle de nos patients, ou celle de nos proches. Ne serait-ce que parce que les besoins primaires de l'être humain, que sont respirer, manger, boire, réguler sa température, être en sécurité, ne pas être malade, en fait ces besoins primaires sont menacés par tous ces enjeux. Alors les impacts sont très nombreux, et moi je ne vais pas vous en faire une liste complète, je vous propose simplement de vous donner quelques exemples en lien, alors plutôt, voilà, la sélection que j'ai fait, c'est plutôt en lien avec le dérèglement climatique et avec les polluants. Figurez-vous que les pics de chaleur, notamment, augmentent la probabilité d'avoir un AVC. En fait, comme les personnes se déshydratent, le sang est plus visqueux, et donc il y a des risques plus importants de formation de caillots. La pollution de l'air, ou alors les incendies, ou encore même l'augmentation de la durée de pollinisation des plantes, ça, c'est des éléments qui multiplient les polluants atmosphériques, et donc ça a des conséquences en termes de maladies pulmonaires. Pour rappel, on estime qu'en France, chaque année, il y a l'équivalent de 40 000 morts en lien avec la pollution atmosphérique, et ça représente, en fait, c'est pas 40 000 morts directes, mais c'est qu'en moyenne, chaque personne en France a une diminution de 9 mois de l'espérance de vie, juste à cause de cette qualité de l'air. Il faut aussi avoir en tête que le dérèglement climatique peut créer les conditions en Europe pour le développement de vecteurs de maladies, comme par exemple, les vecteurs de maladies, c'est des animaux qui portent des maladies, comme par exemple les moustiques tigres, qui portent le paludisme ou la dengue, et donc, en fait, il serait assez logique que dans les prochaines années, on voit ces maladies-là se développer en Europe. Vous savez également que les perturbateurs endocriniens, qui sont une classe de polluants, ont un impact favorisant certaines maladies. C'est un facteur de risque pour des maladies comme les cancers, les troubles du système reproducteur, les troubles métaboliques, ou les troubles du neurodéveloppement par exemple. Et puis, voilà, donc là, la petite sélection que j'ai développée, voilà, c'était assez bref, mais je vous mets en lien un quiz au format Word, qu'on peut compléter, vous verrez, qu'on peut faire juste avec un document Word, qui était orienté sur le dérèglement climatique et ses impacts sur la santé humaine. Et donc, voilà, allez jeter un œil à ce quiz, et regardez, vous trouverez aussi d'autres ressources à l'intérieur. Donc ces sujets, ils sont difficiles à appréhender parce que et c'est un autre point commun de tous ces sujets, c'est que ce sont des questions socio-scientifiques, c'est-à-dire des sujets qui viennent entremêler des questions scientifiques, qui demandent en fait beaucoup de connaissances fondamentales, et des questions de société avec une intrication entre la politique, la sociologie, la psychologie, l'histoire, de l'économie, des questions juridiques, des questions réglementaires, une dimension médiatique aussi, le plus souvent. Et donc c'est des sujets qui sont particulièrement complexes, qui ont déjà été discutés et explorés, et je vous mets en ressource le lien d'une conférence d'un monsieur qui s'appelle Gabriel Palares, qui a fait une conférence en 2021, qui a été ensuite retranscrite sur diffusée sur le podcast Esprit Critique, et qui parle justement des questions socio-scientifiques et de leurs particularités. Alors, un autre point important, c'est qu'ils sont en lien avec le système économique, c'est-à-dire au sens large. C'est pas la discipline économique restreinte que certains voudraient restreindre, mais vraiment, c'est tout ce qui est qu'est-ce qu'on produit, pour qui et comment. Parce que voilà, les émissions de gaz à effet de serre viennent de l'activité humaine. La destruction de la biodiversité par la déforestation, par exemple, c'est fait pour faire de l'agriculture. Ou alors les perturbateurs endocriniens, ils sont la plupart du temps liés à l'activité industrielle. Et donc, voilà, tout ça c'est en lien avec le système économique, la manière de... Voilà, qu'est-ce qu'on produit, pour qui et comment. Et puis, se pose la question des actions individuelles pour remédier à ces problèmes. Et l'affirmation que moi je fais aujourd'hui, c'est que les actions individuelles sont anecdotiques, et je voudrais vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors, on peut prendre une partie des actions individuelles et discuter de leur efficacité. Alors, éteindre la lumière, alors je vais aller vite, voilà. Éteindre la lumière, vous le savez probablement déjà, c'est complètement anecdotique en termes d'action, parce que quand on mesure la quantité d'énergie consommée par une ampoule en comparaison avec le chauffage d'une maison, par exemple, c'est vraiment
vraiment pas ça qui va faire une grosse différence, hein. Ou alors par rapport à la consommation d'une voiture électrique ou des choses comme ça. C'est une question d'ordre de grandeur ici, hein. C'est vraiment que c'est assez ridicule la question de la lumière, alors même que c'est un geste assez emblématique et qui revient souvent. Économiser le papier en France, c'est aussi très discutable. La filière du papier en France, c'est plutôt quelque chose de bien géré, l'impact n'est pas énorme, le papier est la plupart du temps issu de plantations d'arbres, en fait, qui eux-mêmes ont capté du CO2, et il faut pas oublier que le stockage en version numérique, c'est aussi quelque chose de matériel, mais c'est juste qu'on ne le voit pas. Alors je vous mets une référence de vulgarisation sur la question du papier. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucun impact. Ça a de l'impact de consommer du papier, comme la lumière d'ailleurs. Mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer. C'est tout à fait modeste en fait en comparaison avec les autres actes de consommation. Économiser l'eau du robinet, c'est... alors l'eau du robinet ou de la douche, ou encore des piscines et des jacuzzis, c'est bien, voilà. Mais attention, en fait, c'est une problématique qui n'est pas une problématique globale, qui ne va pas jouer sur les causes, en fait, du cycle de l'eau. C'est une problématique loco-régionale, voilà. Alors, en fait, c'est la question de la disponibilité en eau, c'est accentué par les règlements climatiques, mais c'est pas en économisant l'eau ici qu'on va permettre à des personnes au Pakistan, parce que c'est un pays qui a beaucoup de sécheresse par exemple, d'en avoir plus. Et donc je vous mets également une ressource de vulgarisation là-dessus. Alors, je voulais aussi vous parler du tri des déchets pour le recyclage, donc c'est vraiment le geste qui est emblématique dans l'imaginaire collectif, et la difficulté, c'est qu'il est très difficile d'avoir des études scientifiques fiables qui permettent d'évaluer l'efficacité de ce dispositif. Parce que ça dépend d'énormément de facteurs qui vont du comportement des consommateurs au dispositif de collecte, mais également du traitement qu'il y a derrière. La logique est de dire que l'intention derrière le recyclage de déchets, c'est de dire que plus on recycle de déchets, moins il y aura de pression pour l'extraction des ressources et moins il y aura de déchets dans la nature. Alors, moins de déchets dans la nature, c'est intéressant en effet, hein, quoique la plupart des déchets sont incinérés, mais pour l'extraction des ressources, je vous propose de distinguer deux cas de figure. Le plastique d'un côté et les minerais. Pour le plastique, il faut savoir que il est fait avec... les plastiques sont faits avec des sous-produits de l'extraction du pétrole, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas besoin d'extraire des ressources spécifiquement pour faire du plastique. C'est en réalité un déchet des industries fossiles qui est déjà présent et qui est revalorisé à travers la création de matières plastiques. Donc, bon, l'enjeu, il est surtout en aval. Une ressource sur le sujet, c'est la vidéo de l'Argumentarium, de vulgarisation encore une fois, sur le recyclage des plastiques. Pour les minerais, donc voilà, on a vu les plastiques, et pour les minerais, c'est donc tout ce qui va concerner les métaux, les appareils numériques, les infrastructures métalliques, les batteries, etc. Là, il semblerait que, effectivement, le recyclage soit pertinent pour diminuer la pression sur les minerais, parce qu'on en manque, voilà, et on va en manquer. Mais sur ce sujet, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est les individus qui ont la main ? Donc je vous mets une ressource sur ce sujet par un vulgarisateur qui s'appelle Mister Bidouille, voilà, ou Monsieur Bidouille, qui s'interroge sur le fait que recycler ne sert à rien, et qui d'ailleurs situe bien au début l'ordre de grandeur, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on arrive à recycler environ, enfin en tout cas il y a 10% de la matière qu'on utilise dans nos systèmes industriels qui vient d'éléments recyclés, donc c'est pas mal. Mais moi j'interprète ce sujet-là et ces ressources-là en disant que dans tout ça, c'est pas vraiment les individus qui ont la main. C'est-à-dire que pour que le recyclage se fasse bien, en amont, il faut des constructeurs d'objets, et en particulier des objets, ceux qui construisent des objets numériques, qui conçoivent des objets en fait d'une manière à ce qu'ils puissent être recyclés. Voilà. Et également qui donnent à la filière de recyclage les informations sur la composition de leurs produits afin de leur permettre de faciliter le recyclage. Et en fait, la plupart du temps, ils ne les donnent pas. Donc ça c'est vraiment en amont. Dans la construction des produits, il faut déjà penser au recyclage. Ensuite, tout au long de la consommation des objets, ce qui va permettre le recyclage, c'est l'existence de dispositifs de collecte. Et ça, c'est pas les individus qui ont la main là-dessus, c'est les collectivités qui vont pouvoir le mettre en place.
Vous avez beau faire comme moi, une collection de vos anciens téléphones et ordinateurs cassés pour le jour où vous trouverez quelqu'un, enfin un endroit où les recycler, mais en fait, s'il n'y a pas de collectes qui sont organisées, vous en ferez rien en fait, vous allez juste les entasser. Et même dans ce cas, ceux qui décident, il y a une collecte qui vient pas très loin de chez moi quelques fois dans l'année, en fait, c'est une fois que je leur ai donné, c'est pas moi qui gère ces collectes. Voilà. Donc j'ai pas vraiment la main dessus. Et enfin, en aval, il faut que ces déchets ils soient traités par des usines, et donc on est fortement dépendant des technologies de recyclage. Et donc, au vu du avant, pendant, après, est-ce qu'on peut dire que recycler les déchets, c'est une action individuelle ? Moi, il me semble que non, en fait, que c'est un dispositif collectif, et que les individus ne sont qu'un maillon de cette chaîne. Vous avez encore d'autres éléments comme supprimer ses emails, là c'est la même chose, en termes d'ordre de grandeur, quand on compare au stockage de vidéos sur les serveurs par exemple, c'est dérisoire. Voilà, donc où est le sens d'inciter à ça ? Sans compter que des entreprises comme Microsoft, Apple ou Google tentent à inciter au maximum la synchronisation des fichiers sur des serveurs sur le cloud, parfois de manière très discrète et insidieuse, pour que derrière, on puisse acheter des abonnements de cloud. Et ça multiplie la quantité de données stockées en ligne sans qu'on s'en rende forcément compte. Vous avez aussi les grands classiques sur l'achat des bouteilles en verre plutôt qu'en plastique, et c'est vrai que c'est une très bonne idée pour limiter les perturbateurs endocriniens et donc la pollution plastique. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les contenants en verre sont plus lourds, et donc pour les transporter, ce qui se fait la plupart du temps par camion, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et puis à la fabrication et au recyclage, le verre demande plus d'énergie que le plastique. Et si on peut continuer sur le sujet des bouteilles plastiques, on pourrait se dire que acheter une gourde en aluminium, par exemple, c'est intéressant pour avoir moins de plastique, mais en termes d'énergie nécessaire, la création d'une gourde en aluminium est beaucoup plus importante que les bouteilles en plastique. Ce que je veux dire avec ces deux derniers exemples, c'est que des fois, en tant qu'individu, on est dans des dilemmes sur comment est-ce qu'on va se placer, quelle action individuelle on va faire. Bref, voilà, pour moi, la plupart des gestes qu'on fait au quotidien ont une efficacité qui est anecdotique. Alors il en reste quand même 4 qui sont pertinents en termes de rapport coût sur efficacité, et pour des raisons de disponibilité d'études scientifiques sur le sujet, voilà, uniquement dans la logique de lutte contre le dérèglement climatique. C'est diminuer la consommation de viande, prendre le moins possible la voiture et l'avion, isoler son logement et consommer moins d'objets en général. Et ces gestes, moi, je vous invite à les faire. Vraiment, il n'y a pas de débat, mais je voudrais ajouter qu'il y a quand même des limites là-dessus. Alors, on va revenir sur isoler son logement un peu après, mais vous remarquerez que les 3 autres, que sont la diminution de la consommation de viande, limiter la voiture et l'avion et consommer moins d'objets en général, ce sont des actions qui se placent dans une logique de boycott et boycott. Le boycott, c'est l'inverse du boycott, c'est-à-dire je vais acheter des produits qui vont favoriser pour encourager une filière. Donc, la logique, c'est de dire que c'est les individus qui, par leur signal d'achat ou de non-achat, vont modifier la manière de produire des entreprises. C'est ok, c'est un moyen d'action intéressant, et ça a marché historiquement à plein d'occasions, mais moi, je vous propose quand même 5 limites pour soutenir mon affirmation, comme quoi c'est pas magique. Voilà. La première, c'est de considérer que oui, je peux choisir parmi les options existantes, mais je ne peux pas créer de nouvelles options. C'est-à-dire que c'est comme dans un QCM, voilà, je choisis l'item que je pense le meilleur, mais je n'ai pas la possibilité d'en créer un nouveau d'item, à moins de me lancer dans une démarche de créer un nouveau produit, et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par exemple, voilà, moi je rêverais de pouvoir avoir un vélo cargo à assistance électrique, mais qui peut emmener 3 à 4 personnes. Voilà. Et dans la réglementation, ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire des véhicules qui sont entre le vélo et la voiture. Et j'ai beau avoir cherché partout, les véhicules intermédiaires ne proposent que 2 places, tout au plus. Et alors j'ai beau en parler partout, inonder internet de messages pour dire que c'est exactement ce qu'il nous faudrait à l'heure actuelle, mais personne n'en propose. Vous avez la même logique avec le train. Voilà, si vous habitez à la campagne, que vous n'avez pas de ligne de train, en fait, c'est pas votre consommation qui va faire qu'on va créer une nouvelle ligne de train, ou une piste cyclable. Voilà, donc ça c'est une limite. La deuxième critique, c'est que ce sont des personnes qui ont des moyens financiers
qui se retrouvent dans ces pensées-là. Pour pouvoir envoyer un signal d'achat, il faut avoir de l'argent. Et donc, les pauvres ont moins de capacité à envoyer un signal que les riches. Et donc, si on se limite à l'approche du boycott et boycott, on assume de vivre dans une société qui ne se met pas au service de tout le monde, mais uniquement, ou en tout cas préférentiellement, au service de celles et ceux qui ont les moyens financiers. C'est d'ailleurs un des freins majeurs pour l'isolation des bâtiments, dont on parlait juste avant, parce que ça demande de gros investissements de départ, et sans aide, les personnes les plus modestes ne vont pas pouvoir le faire. La troisième critique, c'est que dans notre système actuel, dans la logique monétaire actuelle, il faut que ça permette à des entreprises de faire du profit. Il faut que ça soit rentable. Et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Ce sujet-là, on le décrit dans un des obstacles dont on parlera après. J'ai un exemple tout simple qui illustre ces trois premières critiques. Mon père habite dans un village à la campagne, et il a besoin de prendre sa voiture à chaque fois qu'il a besoin d'aller faire ses courses dans la ville d'à côté. Et il aimerait bien pouvoir y aller autrement, parce qu'il est très sensible à l'écologie, mais en fait, à un moment, il faut rouler sur une route nationale pendant longtemps. Et donc, ça fait des années qu'il attend la construction d'une voie cyclable entre son village et la ville la plus proche, pour pouvoir aller faire ses courses, mais je vous assure qu'il a beau le dire partout, il n'y a aucune entreprise qui a voulu le construire. Parce que c'est pas profitable. Voilà. Comment il fait, du coup ? Donc, il n'a pas la possibilité d'envoyer un signal d'achat, en plus il n'a pas forcément les moyens, voilà. Et puis, cette piste cyclable ne va pas générer d'argent. Donc qu'est-ce qui va apporter ça ? Ça va être une décision politique. Certes, à un niveau politique qui est proche, c'est-à-dire que c'est au niveau municipal ou régional, mais c'est pas quelque chose qui va générer du profit. Et donc c'est pas... avec la logique de boycott, on peut pas se placer là-dedans. La quatrième critique, c'est qu'il peut exister quelque chose qui pourrait ressembler à un effet rebond. Ah oui, voilà, je vous l'affiche. Vous savez que les économistes ont modélisé une variation des prix en fonction de l'offre et la demande, avec des courbes, en fait, qui se croisent, bref. Et donc, en fait, pour la plupart des biens de consommation, s'il y a une offre plus importante que la demande, parce que, par exemple, des citoyens auraient décidé de boycotter la consommation de viande, les prix vont probablement baisser. Mais la conséquence, en tout cas à court et moyen terme, c'est que les gens qui ne sont pas sensibilisés à la dimension écologique, c'est qu'ils vont en acheter plus, puisque c'est moins cher. Donc en fait, il y a une sorte de temporisation du boycott, quoi. Vous voyez, il y a des effets qui freinent le boycott. Et c'est une variante de l'effet rebond dans sa version originale. Alors peut-être que je peux préciser, l'effet rebond, c'est l'idée de dire qu'une amélioration technologique qui permet de rendre un produit moins cher et moins impactant fait que les gens ne consomment pas moins pour économiser de l'argent, mais au contraire consomment plus. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était avec l'exemple en Allemagne de l'isolation thermique des bâtiments. Il y a eu un grand plan de rénovation thermique, mais au lieu de consommer moins d'énergie pour garder la même chaleur, les gens se disent « Oh, ça va, le chauffage ça coûte plus trop cher, donc on monte un peu la température pour avoir un peu plus chaud. » Et comme ça leur permet d'être en t-shirt dans leur maison plutôt qu'être en pull. Vu que ça coûte moins cher, ils se chauffent plus. Voilà. Et donc au final, ça consomme autant. Alors, donc il y a effectivement un effet sur la production du produit boycotté, hein, voilà, parce que oui, ça diminue les revenus, mais voilà, il y a cet effet d'amortissement par cette logique d'offre et de demande, et voilà, c'est une limite. Et puis, vous pouvez avoir des réactions politiques aussi à la diminution de la consommation. Et une d'entre elles, qui m'a paru particulièrement représentative, c'était il y a 3 ans, quand le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a fait un message sur les réseaux sociaux assurant qu'il fallait faire des opérations de communication pour stimuler la demande de viande porcine. Je vous mets la référence, un tweet de la chaîne parlementaire. Donc en fait, d'un côté, on fait les messages de santé publique pour dire qu'il faut manger moins de charcuterie pour promouvoir la santé cardiovasculaire et pour l'écologie, et ensuite, on va faire des publicités officielles de la part des pouvoirs publics pour soutenir la filière, et ça annulerait l'effet des autres campagnes. Enfin, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Donc, il peut y avoir des réactions politiques qui vont aller à l'encontre du boycott. Mon propos, c'est de dire que ces actions individuelles, elles sont très très limitées. L'approche qui consiste à penser que les changements dans la société vont venir des individus par leur acte de consommation, c'est donc, à mon sens, une pensée qui ne tient pas à un examen minutieux. C'est une pensée également qui est fortement située sur le plan socio-économique, certains pourraient la qualifier de pensée bourgeoise, et c'est une pensée qui est dépolitisante.
Finalement, ça converge avec la célèbre étude Faire sa part du think tank Carbone 4, qui met l'accent sur le fait que les actions collectives sont indispensables et représentent la majorité de l'effort à fournir, mais qui ont souvent été détournées pour insister sur les actions individuelles. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les faire. Je les fais, ces actions, et c'est important de les faire, mais il faut le faire en gardant en tête que ce sont des actions anecdotiques. Je les fais parce que ça me fait du bien, je les fais parce que j'y vois du sens, ça me permet de me regarder dans le miroir par la suite, parce que je contribue à ça, mais voilà, ce que je veux remettre en cause, c'est la question de la responsabilisation des individus à ce niveau-là. Mais c'est pas nouveau ce que je vous dis. Bien, maintenant que j'ai bien critiqué les actions individuelles et que j'ai dessiné un portrait assez global, j'ai l'impression des problèmes qu'on rencontre, comment y voir clair ? Eh bien, c'est là où je vais pouvoir vous proposer un travail de conceptualisation que j'ai mené avec donc mon collègue Mathias Bieber, à travers 8 obstacles à l'adaptation de nos sociétés aux crises qu'elles traversent. Alors c'est pas un travail parfait, et d'ailleurs on propose pas de solution parfaite, mais c'est une manière de structurer notre compréhension des phénomènes de société qui entraînent les problèmes dont on a parlé précédemment. Alors, ce travail de conceptualisation, on l'a transposé dans un jeu, un atelier qui s'appelle le puzzle de l'inaction, et vous et vous envoyez la fiche que je vous mets ici. Donc, vous voyez les questions en fait qui servent à amener le sujet, mais et vous voyez que la grande question c'est pourquoi au final nos sociétés ont tant de mal à répondre efficacement à l'urgence écologique. Mais il faut avoir en tête que les concepts qu'on voit, ça s'applique à la plupart des crises, c'est pas spécifique à l'écologie. Alors voilà, les 8 obstacles qu'on vous propose et qui structurent notre atelier, le puzzle d'une action. Je vais pas en expliquer l'ensemble, mais je vais en choisir quelques-uns, ceux qui, moi, me semblent les plus emblématiques. La particularité de ces obstacles, c'est que, même si au départ ils demandent un peu de temps pour être compris, parce que ça demande de se pencher un petit peu sur le sujet, eh bien, une fois qu'on les a compris, on commence à les voir vraiment tous les jours. En tout cas, c'est le cas pour mon collègue Mathias, comme pour moi-même. Tous les deux, quand on parle, on est d'accord sur le fait que c'est des choses qu'on voit vraiment au quotidien, soit les quotidiens personnels, soit les quotidiens professionnels, soit dans les actualités. Et voilà, mon espoir, c'est qu'en vous les présentant, vous aussi, vous puissiez les remarquer au quotidien, et que vous puissiez donc penser avec. Alors, j'en profite, je vais vous le montrer vite fait. Voyez ici, je vous affiche le puzzle d'une action, donc, et hop là, je vais arriver à... Voilà, c'est ça, vous l'affichez. Donc ça, c'est les fiches que... c'est les fiches, c'est un document ressource que je vous mets à disposition, et vraiment s'il y a une chose à faire pour bien comprendre, en fait, si ça vous intéresse cette réflexion, si ça vous intéresse ce sujet, c'est lisez ces 8 obstacles qui sont là. On a vraiment condensé, on a vraiment beaucoup travaillé sur ces fiches-là. Vous verrez donc, voilà, vous avez une conclusion, vous avez les notes méthodologiques, vous avez deux petites fiches annexes. Bref, si vous avez vraiment... pour vraiment bien comprendre la présentation que je vous fais aujourd'hui, allez dans la ressource, lisez ces fiches-là, et ça deviendra beaucoup plus clair. Mais donc, je vais pouvoir commencer donc à quand même vous en présenter, et présenter le premier obstacle. Voilà. C'est un obstacle qui va se retrouver en filigrane pour l'ensemble des autres obstacles, et ça s'appelle le raisonnement motivé. Je vous propose de le présenter à travers une situation. Donc H a un poste important dans une entreprise pétrolière, il met en place les nouveaux projets de forage en fait dans cette entreprise, et son travail est intéressant, il gagne bien sa vie, ça lui permet de vivre avec sa femme et ses 2 enfants, voilà, dans une belle maison, heureux, tout ça. Et il a déjà entendu le discours du GIEC qui disent qu'il faudrait sortir des énergies fossiles. Et il a même entendu certains écologistes, sûrement des gens en dreads, en Sarwell avec des dreads, dire que les gens comme lui sont des criminels. Mais en fait, il refuse de croire ça, et on peut le comprendre, parce que s'ils ont raison, ça implique qu'il est coupable de la mort de nombreuses personnes. Et donc,
par sens moral, il devrait démissionner, et donc perdre ses revenus, perdre sa situation sociale, perdre le confort de vie de sa famille, et probablement il serait contraint de se réorienter. Et c'est trop coûteux pour lui. Donc inconsciemment, son cerveau refuse en bloc les discours du GIEC, et il s'auto-persuade que son travail est légitime. Regardez, donc ce monsieur, on lui propose deux opinions différentes. Soit il accepte en disant, soit il accepte le discours des écologistes, soit il le refuse en disant que c'est des bêtises. Et bien dans cette situation, on met en évidence que les deux opinions n'ont pas les mêmes conséquences pour la personne. Et donc, essayez maintenant d'imaginer l'émotion, le sentiment que va ressentir ce monsieur en fonction de s'il adopte une opinion ou une autre. Évidemment, accepter le discours des écolos, c'est beaucoup plus désagréable pour lui. Et donc en fait, son cerveau décide de préférer une opinion qui est plutôt fausse par rapport à une opinion qui est plutôt vraie. Non pas parce qu'elle est plus juste dans l'absolu, mais en fonction de l'émotion que ça crée chez lui. Et donc, c'est ça le raisonnement motivé, et c'est synthétisé par un psychologue et neuroscientifique qui commence à être de plus en plus connu, qui s'appelle, et a raison, moi je pense que c'est très bien, qui s'appelle Albert Moukheber, et je sais pas s'il l'a trouvé lui-même ou s'il l'a popularisé, mais en tout cas, il dit l'expression suivante: on pense raisonner comme des détectives qui collectent des indices et qui sont menés progressivement vers une conclusion, mais en fait on raisonne comme des avocats qui ont déjà une conclusion qu'ils veulent défendre, et ils vont sélectionner et organiser les faits de manière à soutenir cette conclusion. C'est quelque chose que vous voyez régulièrement dans les débats télévisés. Les gens, ils cherchent à arranger les faits et trouvent des arguments non pas pour comprendre les choses, mais pour avoir raison et soutenir leur opinion. Et alors, quels sont les éléments qui vont faire qu'on va choisir une opinion ou une autre ? Eh bien, parmi les modèles qui, moi, me semblent particulièrement intéressants, et dont je parle dans les ressources, il y en a un qui est issu d'une approche de psychologie cognitive, et qui cherche à décrire ce qu'on appelle l'évaluation cognitive d'une émotion. C'est un modèle qui a été développé par un chercheur suisse qui s'appelle David Sender, avec ses équipes. L'idée, c'est de dire qu'une émotion, c'est le résultat d'une évaluation complexe, qui prend en compte les éléments suivants: la compréhension de la situation, les buts, les intérêts, les motivations de l'individu, une anticipation des conséquences pour soi, un élément qu'on appelle je vous l'affiche, un élément qu'on appelle le potentiel de maîtrise, c'est-à-dire le sentiment de la marge de manœuvre, du niveau de contrôle que je peux avoir sur la situation, et ça va avoir des effets notamment sur les mécanismes de déni, les valeurs de l'individu. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça dans le détail, mais le résultat de cette évaluation, c'est que c'est soit une émotion positive, agréable, soit une émotion négative, désagréable, et on appelle ça la valence d'une émotion. La valence. Voilà. Cette évaluation, on va pouvoir la faire pour chacune des options qui sont à notre disposition pour répondre à une situation. Et il me semble pertinent d'appliquer ça aux opinions, c'est-à-dire que je vais choisir non pas l'opinion qui est la plus logique, la plus rationnelle, la plus intelligente ou la mieux argumentée, je vais choisir l'opinion qui va dans le sens de me créer l'émotion la plus agréable ou la moins désagréable. Alors évidemment, la qualité des arguments est intéressante, parce qu'il y a toujours une part de nous qui est, j'espère en tout cas, qui est attachée à la vérité, mais c'est quand même fortement influencé par autre chose que la rigueur des arguments ou le goût pour la vérité. Je vous propose une autre situation. Je vous le note là dans le diapo. Je disais qu'en fait, à l'intérieur de l'évaluation cognitive d'une émotion, il y a vraiment cette tension entre les intérêts des individus et leurs valeurs. Voilà, l'attachement, le goût pour la vérité, et ou une forme de sens moral, et des intérêts individuels. Moi, je vous propose une autre situation. Donc, J habite à la campagne, et il n'y a quasiment pas de transport en commun près de chez elle. Donc, elle doit prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler. Et quand elle entend des discours d'écologistes qui disent que, en fait, on devrait arrêter la voiture, elle, ça la met en colère. Elle enrage. Elle dit, ils comprennent rien, ils sont vraiment déconnectés de la réalité de la vie rurale. Mais c'est normal de penser ça quand on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que là, actuellement, se passer de la voiture, ça l'empêcherait de travailler, de faire ses courses, de rendre visite à ses proches, en fait, de faire à peu près tout ce qui constitue son quotidien. Par contre,
Si un réseau de transport en commun efficace était mis en place, ou alors des pistes cyclables sécurisées, eh bien son opinion changerait probablement beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que nos opinions sont très fortement influencées par nos conditions socio-économiques, par notre environnement et notre histoire de vie. Et ça passe par un vecteur qui est l'évaluation cognitive des émotions. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de climato-dénialistes, de débats stériles, d'inertie dans l'action, de fractures dans la société. Et en fait, ça a énormément de conséquences, beaucoup plus que je ne peux raisonnablement vous dire ici. Encore une fois, consultez les ressources. Alors, je veux quand même apporter une précision, je suis pas en train de dire que les émotions c'est mal et que le monde serait mieux si on n'avait pas d'émotions. Non, en fait, quand on se penche sur le sujet, on se rend compte que ça fait partie du fonctionnement normal du raisonnement que d'avoir des émotions. Mais cette manière de présenter les choses a l'avantage à minima de mettre en évidence la tension régulière entre les intérêts des individus et leurs valeurs. Et donc ce raisonnement motivé, on va le retrouver dans quasiment tous les obstacles, vous verrez. Pour aller plus loin, je vous mets deux ressources. Un cours sur les mécanismes psychologiques à prendre en compte quand on s'intéresse à l'esprit critique. Donc ça fait partie d'une séquence d'enseignement sur l'esprit critique que je donne à l'IFMK, et qui présente entre autres le raisonnement motivé. Si vous êtes pressé, regardez avant tout ce cours-là, voilà, qui me semble aller à l'essentiel. Voilà. Et puis, il y a aussi une vidéo d'un vidéaste qui a une chaîne intitulée Oui d'accord, et qui illustre la tension entre les intérêts et les valeurs pour amener à un concept que vous connaissez peut-être si vous êtes penché sur les sujets de société, qu'on appelle le concept de matérialisme historique. Voilà. Donc je manque de temps pour vous parler de tout ça en détail, mais vraiment, voilà, c'est un banger, comme on dit maintenant. Et en tout cas, lire et comprendre le raisonnement motivé, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps dans votre compréhension des choses. En tout cas, c'est mon impression, et voilà, je suis assez content de ce que j'ai réussi de la manière dont j'arrive à l'expliquer actuellement. Bon, je vous présente un deuxième obstacle qu'on peut étudier, c'est la compétition. Vous le savez, on vit dans un monde où de nombreuses personnes ou organisations sont en compétition les unes avec les autres. Et ben comme précédemment, partons d'une situation. J dirige une entreprise qui fabrique des chaussures en France. Depuis une trentaine d'années, l'activité elle est perturbée par la concurrence des chaussures chinoises, parce qu'ils font des produits à un prix dérisoire, et les consommateurs, eux, ils vont au moins cher. L'entreprise de J arrive à lutter avec des stratégies marketing, donc c'est du made in France, c'est local, mais ça fait pas tout, et leur chiffre d'affaires stagne. Le mois dernier, on lui a proposé de changer le processus de fabrication en mettant moins de coton dans le rembourrage des chaussures, voilà, pour le remplacer par des matières recyclées, mais ça augmenterait le prix des chaussures de 10%. J aime bien l'écologie, mais faire ça, c'est ruiner son entreprise. Voilà, donc comment on analyse cette situation? Eh bien en considérant qu'il y a des facteurs qui vont venir nous limiter dans nos choix. En l'occurrence, quand on est contraint économiquement par le fait qu'il y a de la concurrence, eh bien, on n'est pas complètement libre. Parce que certains choix qu'on va faire, que va faire cet entrepreneur en l'occurrence, certains choix vont avoir des conséquences. Et dans le contexte actuel, la conséquence, c'est se retrouver au chômage ou voir son entreprise fermer. Je vais vous donner un autre exemple. Y est pêcheuse, et dans son entreprise, où ils sont 4, ils font tout, de la pêche à la vente directe. Elle entend depuis longtemps des gens dire que la quantité de poissons diminue, parce qu'il y a trop de pêcheurs. Mais elle y peut pas grand-chose, parce que si elle s'arrête de pêcher, c'est le chômage. Et déjà qu'elle ne roule pas sur l'or, ce serait se mettre en danger financièrement de faire ça. Vous voyez, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on est face à une personne qui contribue à un épuisement de ressources, en passant, ça s'appelle la tragédie des biens communs, mais pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Eh bien, elle le fait pour s'en sortir, elle le fait parce qu'elle cherche les moyens de survivre. Et dans l'environnement actuel, c'est compliqué d'envisager de changer de travail et de se réorienter. Donc, là on a des personnes qui sont contraintes par des règles du jeu économiques, en fait des dispositifs, des contextes. Et voilà. Et donc en fait, ces individus ne sont pas vraiment libres, ces individus ou ces organisations. Parce qu'en fait, on est libre dans la mesure de notre capacité à faire face aux conséquences. Ça,
Enfin voilà, c'est vraiment une phrase qui me semble importante. Et bien souvent, voilà, affronter le chômage, ou accepter l'idée qu'on va disparaître en tant qu'État, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en fait c'est très compliqué. Sauf s'il y a des dispositifs, un contexte qui permet d'amoindrir les conséquences des choix. En l'occurrence, là, mettre en place un dispositif de réorientation, ou mettre en place un dispositif de chômage beaucoup plus sécurisant, en fait, ça pourrait permettre une transition beaucoup plus facile pour ces personnes-là. C'est comme l'exemple de tout à l'heure avec l'ancien ministre de l'Agriculture, donc Marc Fesneau, qui voulait stimuler la demande de saucissons par des campagnes marketing. En fait, si les gens consomment moins de saucissons, c'est très bien, à la fois pour leur santé, pour la souffrance animale et pour l'écologie. Et si ça met en danger les travailleurs et travailleuses de la filière porcine, la solution c'est pas de maintenir la production coûte que coûte, mais c'est de diminuer le coût pour les individus de l'arrêt de leur activité. Et donc, comme on l'a dit, ça passe par le fait d'assurer une sécurité financière et une réorientation professionnelle pour ces gens-là. Et c'est des mesures qui sont politiques, c'est pas des mesures individuelles. Voilà donc pour la compétition. Alors je vous en montre quand même un troisième obstacle, que sont les enjeux de pouvoir en politique. On pourrait commencer à aborder cet obstacle avec des questions autour, avec des questions autour du rapport à la vérité. Toujours entre guillemets, quand je parle de vérité. Parce que nous sommes une profession, et donc une communauté d'individus, qui est quand même fortement structurée par la culture scientifique. On se pose régulièrement les questions, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est le plus proche de la réalité? Qu'est-ce qui est scientifiquement prouvé? Et je pense que vous avez pu être régulièrement choqué, à l'inverse, par des déclarations de professionnels de la politique qui diffusent clairement des contre-vérités, des choses particulièrement fausses. Donc on a notre classique Donald Trump qui nous dit Climate change is a hoax, donc c'est le changement climatique, le dérèglement climatique est une blague. Emmanuel Macron avec les jeux vidéo rendent violents, qui aurait pu prévoir la crise climatique, il n'y a pas d'argent magique, bref. Vous avez encore Marine Le Pen qui disait que l'alcool n'était pas une drogue. Bon, j'en passe et des meilleurs parce que c'est vraiment du quotidien. Eh bien, voyons la situation suivante. Donc, Nicolas est un député français. Dans une réunion de leur parti, ils étudient le dernier rapport de leur cabinet de marketing politique. Ils y discutent du passage aux 30 km/h en voiture dans les villes, et le cabinet est formel, l'électorat du parti y est farouchement opposé. Et voter pour la diminution de la vitesse leur ferait perdre des voix. Il leur conseille de porter l'argument « diminuer la vitesse à 30 km/h augmentera la consommation d'essence en moyenne de 20%. » Mais lors de cette réunion, un des élus du parti se prononce. Il dit « J'ai lu des travaux plus poussés sur le sujet, et en fait, cet argument est faux. Entre le report modal, la baisse de l'amplitude des accélérations, ou la fluidification du trafic, on a bien une baisse de la consommation d'essence. » Ça a mis un blanc, puis le secrétaire du parti a dit « On va suivre les recommandations du cabinet de marketing. » Donc, c'est ce qui nous amène à dire que les professionnels de la politique, pour les professionnels de la politique, l'enjeu n'est pas de faire ou dire ce qui est nécessaire pour la société, mais de faire ou dire ce qu'il faut pour être élu. Dans cette situation, entre choisir et dire ce qui est vrai, la diminution à 30 km/h diminue, a plein d'avantages, notamment la diminution de la consommation d'essence, ou faire et dire ce qu'il faut pour être élu, eh bien, il y a régulièrement une opposition. Mais ce ne sont pas les seules contraintes qui pèsent sur le système politique, parce que s'ajoute, je vous mets sur le diapo ce que je viens de dire, mais s'ajoute aussi la loyauté à leur parti, la pression médiatique, le mode de scrutin, la représentativité ou la composition sociale des décideurs, une capacité de lobbying inégale auprès des décideurs également, et je vous laisserai consulter les fiches pour ça. Je vous donnerai également, je vous invite à regarder à ce sujet le 4e cours sur la séquence d'esprit critique, dans lequel on passe en revue les différents acteurs et les influences qui vont s'exercer sur ces acteurs. Donc on parle médias, politique, entreprise, etc. Donc avec cette idée, vous comprenez que ce n'est pas une question de volonté des acteurs politiques, c'est une question de règles du jeu qui vont amener à sélectionner certains acteurs qui ont certains comportements par rapport à d'autres. En fait, vous prenez le politicien le plus compétent et le plus intelligent que vous voulez, s'il ne prend pas en compte
les règles de sélection au sein de cet univers politique, eh ben, il aura un énorme handicap par rapport aux autres. Et donc, je vous en rajoute une dernière, voilà le système médiatique. Donc, Julie est journaliste à la télévision, elle est préoccupée par les questions écologiques et elle rêve de créer une émission qui aborde les enjeux environnementaux de manière approfondie, en invitant des experts pour discuter des sujets de manière nuancée et chiffrée. La rédaction a accepté le projet et l'émission a été un vrai succès parce que le public a apprécié les informations fournies et a exprimé de très nombreux retours positifs. Cependant, l'audience n'a pas été au rendez-vous. Elle a été 2 fois moins importante que d'habitude. Et la rédactrice en chef a donc réagi en disant « Écoute, on apprécie beaucoup ton initiative, mais elle ne rencontre pas le public qu'on attendait. Tu sais bien que 70% de nos revenus proviennent de la publicité, et les annonces diffusées durant ton émission ont eu beaucoup moins de visibilité. Donc la survie financière de la chaîne est en jeu, et on ne peut pas maintenir cette émission. » Donc, la plupart des grands médias sont financés en fonction de l'audience. Ça les incite à proposer des contenus courts, attractifs, simples et polémiques. Et donc, développer un regard complexe et nuancé, qui est pourtant nécessaire à la décision citoyenne, eh bien, ça c'est mis à mal dans notre système actuel. Donc, comme précédemment, vous pouvez prendre la journaliste la plus compétente du monde, si vous la mettez dans un système financé à l'audience, eh bien, elle sera très handicapée et elle sera constamment poussée à simplifier les choses. Mais par contre, si vous changez les financements à l'audience, par exemple en assurant des revenus inconditionnels aux journalistes, eh bien, vous permettez de sortir de cette logique. Et donc, c'est d'ailleurs pour moi une question centrale au vu du pillage de l'information sur Internet par les modèles de langage. Mais c'est une autre histoire. Mais se rajoute également comme contrainte sur la production médiatique la censure et l'autocensure, parce que diffuser des contenus qui sont critiques du grand groupe industriel auquel appartient votre média, eh ben, c'est compliqué, voilà, c'est dangereux. Ou encore le milieu socio-culturel des journalistes, qui est très homogène et fermé, et qui oriente fortement le choix des informations pertinentes à traiter ou non, ce que certains peuvent appeler des mute news, voilà, les choses dont on choisit de ne pas parler pour laisser la place à d'autres. Donc voilà, je vous ai présenté 4 obstacles sur les 8 assez rapidement, mais je vais pas avoir le temps de vous détailler chacun d'entre eux. Déjà, voilà. La conclusion que je voulais vous proposer, c'est qu'il existe dans notre société un certain nombre de règles du jeu. Par règles du jeu, j'entends vraiment quelque chose de très large, le contexte, les règles juridiques, les structures, les ressources, les opportunités, etc. Il y a des règles du jeu économiques, des règles du jeu dans le fonctionnement médiatique, des règles du jeu dans la manière de publier des études scientifiques, des règles du jeu dans le fonctionnement des réseaux sociaux, des règles du jeu dans le fonctionnement politique et les institutions, des règles du jeu monétaires, est-ce qu'on peut créer de la monnaie ou pas. Et cette idée de règles du jeu, moi je ne l'invente pas. En fait, ça rejoint un concept qui a déjà été décrit en sociologie, qu'on pourrait appeler les structures sociales. Les structures sociales, ce ne sont pas des choses qui existent dans l'absolu, c'est pas des choses qui peuvent se voir, se toucher, se sentir. Les structures sociales, ce sont des manières de se coordonner entre individus. Yuval Noah Harari, c'est l'auteur du livre Sapiens, lui, il le présente en utilisant le terme de réalité intersubjective. Donc, il y a un certain nombre de règles du jeu, et ces règles du jeu vont influencer fortement la manière dont les individus se comportent. Je vais vous donner un exemple qui est... Ah oui, non, pardon. Je vous précise aussi les règles du jeu. Le terme qu'on utilise quand des règles du jeu influencent les individus, on parle d'incitatif, ou incentives en anglais, ou on peut dire incitation. Il y a des incitations financières, par exemple, on te récompense quand tu as fait un certain nombre de ventes, voilà, dans le milieu du commerce. Voilà, mais il y a aussi des incitations non financières. Et je vais vous donner un exemple issu du sport. Je vais dans tous les sens. Donc en fait, pour changer le comportement des individus, notre thèse avec Mathias, c'est que il faut changer les règles du jeu. Voilà. Et ça peut se résumer par l'anglicisme don't hate the player, hate the game. Donc ne déteste pas les joueurs, mais déteste le jeu.
Et donc, enfin, je vous disais, l'exemple issu du sport, c'est qu'il existe deux sports de combat assez proches, que sont la lutte et le judo. Et dans les deux cas, le but du jeu est le même, c'est qu'il faut amener l'individu au sol. Évidemment, il y a d'autres différences, comme par exemple la tenue, mais la différence fondamentale, c'est vraiment une règle du jeu du sport, c'est que les judokas n'ont pas le droit d'attraper les jambes de l'adversaire avec leurs mains, alors que les lutteurs, oui. Et la conséquence directe, elle est très visible, et c'est la posture des athlètes. Là où les judokas se tiennent tout à fait droit, les lutteurs, en fait, eux, sont obligés de se pencher en avant. En fait, ils sont pas obligés, ils sont libres de se tenir droit. Mais s'ils le font, ils risquent de se faire emmener au sol beaucoup plus rapidement, et donc ils adoptent immédiatement cette posture très caractéristique. Donc, vous changez la règle, et tout de suite, la conséquence, c'est que les comportements changent. Si le sujet, et c'est logique, ça vous intéresse, il y a un auteur en particulier qui a publié dessus, avec son livre L'acteur et le système, ou encore La crise de l'intelligence, c'est Michel Crozier. Et je vous mets en ressource, dans les notes du diaporama, une citation vraiment intéressante, pour que vous puissiez voir la manière dont lui synthétise ce rapport entre les individus et les règles du jeu. Et donc, la phrase à retenir, « Don't hate the player, hate the game ». Je vous mets quelques perspectives, mais attention, c'est vraiment uniquement pour vous donner un avant-goût. C'est l'idée de vous montrer des exemples de changements de règles du jeu qui pourraient avoir des effets importants sur la société. Ces exemples, ils sont issus de mes préférences, mes orientations politiques, et je ne dis pas que c'est quelque chose de parfait. D'ailleurs, je vous invite à vous méfier de ce qu'on peut appeler le biais de la solution parfaite, qui vise à rejeter toute solution qui ne résout pas l'ensemble des problèmes. C'est pas réaliste, et la plupart des solutions seront de toute façon à décliner localement. Mais ce que je veux discuter maintenant, c'est le fait qu'il existe des règles du jeu qui sont différentes, qui existent. Il existe d'autres... on peut envisager plusieurs manières, plusieurs règles du jeu possibles, et c'est important de s'entraîner à y penser. Donc, s'il existait un dispositif assurant une sécurité financière aux individus, comme par exemple un revenu de base ou un salaire à vie, eh bien, il serait beaucoup plus facile pour les gens qui ont un emploi destructeur pour l'environnement d'arrêter de faire ce travail-là. C'est le type qui travaille dans le BTP qu'on va voir plein de bonnes intentions en disant mon coco, le BTP, donc les bâtiments et travaux publics, ça représente un bon 20% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est une aberration de bétonner, d'artificialiser les sols. Mais le type, il va nous répondre quoi? Il va dire bah ouais, mais il faut bien manger à la fin du mois, j'ai une famille à nourrir, et c'est pas facile de retrouver un travail, donc je ne peux pas quitter mon emploi. Bon, c'est un peu redondant avec ce qu'on a dit précédemment, mais pour moi c'est quand même un facteur important. Si il existait une institution capable de créer de la monnaie à volonté, ça permettrait de financer de grands projets d'investissement pour l'écologie ou la justice sociale, sans que ceux-ci aient nécessairement besoin d'être rentables. Si les entreprises françaises étaient protégées de la concurrence internationale, elles pourraient suivre des normes écologiques et environnementales plus exigeantes, sans être menacées dans leur existence. Et ça va pas du tout dans le sens du Mercosur qui est en train de se signer en ce moment. Et puis, j'aimerais terminer avec un exemple kiné. Voilà, si vous n'êtes pas encore diplômé, peut-être que vous vous rendrez... vous ne rendez pas forcément compte, mais s'il y a bien un sujet qui revient en permanence sur les réseaux sociaux, c'est la question de combien gagnent les kinésithérapeutes. Et tout le monde se plaint de la faible rémunération que l'assurance maladie nous verse. Mais là, je vais faire des développements très très approximatifs, et je suis pas spécialiste, mais nous, si on se met à la place du type qui négocie avec les kinésithérapeutes à chaque renouvellement de la convention, c'est qui va la convention entre l'assurance maladie et les kinés qui va fixer le montant de l'acte, lui, il a un budget qui a été défini par l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire les députés, les parlementaires. Et donc sa marge de manœuvre, elle est très faible, parce que s'il nous donne à nous, en fait, il ne le donne pas à d'autres professionnels. Et donc, évidemment que dans ce contexte, on ne verra pas d'augmentation importante de notre rémunération. Du coup, on peut regarder au-dessus. Qui définit ce budget ? Eh bien, c'est, comme on l'a dit, les députés de l'Assemblée nationale, et eux, ils votent le budget de la sécurité sociale, et eux, ils sont globalement dans une logique de
diminution des cotisations sociales pour les entreprises, et globalement on appelle ça une politique d'austérité. Voilà, on diminue les dépenses du secteur public, et c'est en cohérence avec l'Union Européenne. Et donc si on veut voir nos rémunérations augmenter, eh bien une des manières possibles, c'est de ne pas faire une politique d'austérité et d'allègement des cotisations sociales, mais de partir sur d'autres politiques. Je dis pas que c'est réaliste, je dis pas que c'est un gros sujet, mais voyez que on prend vraiment un sujet très concret, la rémunération kiné, et très vite on arrive à des hauts niveaux de réflexion politique, des considérations politiques qui dépendent de nos choix de société en fait. Voilà. Donc le plus important c'est pas ces idées-là, le plus important c'est de faire la gymnastique de repérer c'est quoi les règles du jeu qui contraignent et actuellement là et qu'est-ce que je pourrais imaginer comme autres règles du jeu. Donc voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était un avant-goût, une sensibilisation, et c'est un regard que je vous propose de développer, et que je vous invite à évaluer vous-même, au lieu de me croire sur parole. Mais voilà, si cette présentation vous a intéressé, je vous propose donc plusieurs idées. Premièrement, approfondir la logique, avec les fiches obstacles que je vous ai affichées à l'écran tout à l'heure, et des fiches situations du puzzle de l'inaction que je vous mets en lien. Et ces fiches situations, en fait, vous pouvez les prendre, et le but du jeu, c'est de reconnaître quels sont les obstacles qui sont en lien avec ça. Vous avez aussi les 2 CM sur l'esprit critique. Deuxième proposition, à chaque fois que le comportement d'un individu, ou alors d'un groupe d'individus vous questionne, posez-vous ce genre de questions. Si j'étais à sa place, dans son contexte et son environnement, eh bien, ce serait quoi mon contexte ? Enfin, ça fait 2 fois contexte, mais voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui ? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés à ma place ? Quelles seraient les différentes options, croire, dire ou faire ceci ou cela, à ma disposition, et pour chacune de ces options, quelles seraient les conséquences ? Bon là ça fait peut-être un peu fouillis, mais vraiment c'est ce genre de questions qui permettent de révéler les règles du jeu, qui influencent les individus, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à mettre en évidence, Mathias et moi, ces obstacles. Et puis, troisième proposition, si vous voulez changer la société, focalisez-vous en priorité sur les actions qui visent à changer les règles du jeu. Interrogez-vous en vous demandant, dans la société et l'offre politique, qui propose réellement de changer les règles du jeu, qui causent les crises, et ceux qui proposent des mesurettes en fait, qui ne proposent rien de structurel. Ou encore, vous, quel projet vous pouvez mettre en place pour changer des règles du jeu. C'est ça qui permet d'avoir de vrais effets de levier. Attendez, je vous affiche la numéro 3, voilà. C'est ça qui permet d'avoir de vrais effets de levier, en fait, une vraie force de frappe dans la transformation de notre société. En termes de... C'est vraiment une question d'ordre de grandeur, voilà. Et on joue pas dans la même cour, quoi, quand on envisage des solutions qui changent les règles du jeu versus les autres. Mais enfin, il est possible que vous ressentiez de l'impuissance à la suite de cette présentation. Et en fait, moi, pendant des années, j'ai accepté et porté des discours qui ont dit typiquement, c'est typiquement à la fin de la fresque du climat, ils ont porté l'idée que des petits gestes, c'est important de promouvoir des petits gestes pour soi-disant éviter qu'on rejette la faute sur les autres et pour éviter qu'on reste dans l'inaction, et bref, mais moi maintenant je regrette d'avoir promu ces petits gestes, et je préfère dire les choses clairement sur le fait que non, en fait, nous, individus, on n'a pas la main, oui, on a beaucoup moins de pouvoir d'agir que d'autres personnes en fait. On est soumis à des structures sociales qui nous dépassent. Et voilà, les petits gestes, c'est bien de continuer de les faire, mais pas pour leur efficacité en elle-même. Faisons-les parce que ça nous fait du bien, parce que ça aide à sensibiliser, mais gardons en tête que voilà, il y a les mesurettes d'un côté et les changements structurels. Je vous mets ici la bibliographie, les ressources pédagogiques. Je fais quand même une petite remarque pour dire que je vous mets ici à la fin l'avant-dernière ressource, c'est
un rapport de Eco America et Climate for Health qui dit c'est Let's Talk Health and Climate. C'est un guide de communication à destination des professionnels de santé, et donc qui considère les professionnels de santé comme des leviers, comme des acteurs majeurs, en tout cas des acteurs à partir desquels on peut parler avec nos patients. Et puis je vous donne également un cours sur la stratification sociale qui donne un cadre sociologique supplémentaire à ces réflexions. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, je crois que ça fait plus d'1 heure de vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, d'avoir regardé ça. Au plaisir d'en parler avec vous. Je suis joignable à l'adresse mail qui s'affiche. Et pour rappel, vous l'avez vu au début, mais tous mes contenus sont disponibles en Creative Commons avec share alike. À bientôt. Merci encore pour votre écoute.